Bismillah. Lorsqu'ils eurent fini de dîner, tandis qu'ils se levaient de table, le duc se surprit à penser qu'il venait de passer un moment très agréable. Quand il s'était présenté au couvent, le matin même, avec l'intention louable de s'occuper de sa pupille, cette perspective ne l'enchantait guère. Il se voyait déjà obligé de passer plusieurs jours avec elle, et l'idée d'avoir à supporter le bavardage insignifiant d'une jeune pensionnaire l'ennuyait à mourir. Jamais il ne s'était trouvé confronté à pareille expérience, mais il ne se faisait guère d'illusions. Ce ne serait pas une partie de plaisir. Très vite, cependant, il avait dû reconnaître qu'il s'était trompé. Non seulement Félicia était d'une intelligence au-dessus de la moyenne, mais elle avait aussi acquis une grande culture, tant littéraire qu'artistique. La conversation durant le dîner avait roulé sur les sujets les plus divers, et ils avaient eu des débats animés sur les œuvres de plusieurs écrivains et poètes en vogue. Dans le Lord Byron, loin de s'ennuyer, le duc s'était même beaucoup amusé. « Passons au salon, dit-il. Je suppose que vous n'avez pas envie de sortir ce soir. »« Sortir » répéta Félicia. « Mais où pourrions-nous aller ?» Le duc sourit. Paris est une ville très gaie et en ce moment même des soirées battent leur plein chez plusieurs de mes amis. Si nous le voulions, nous y serions accueillis à bras ouverts. Depuis le matin, le nombre des lettres et cartons d'invitation qui l'attendaient sur le plateau d'argent dans l'entrée avait doublé. Il n'avait même pas pris la peine de les ouvrir, sachant que, dans la plupart des cas, il s'agissait de fêtes ou de soupers où il ne pouvait décemment pas emmener une jeune fille fraîchement sortie du couvent. « Oh, je vous en prie, pas ce soir, supplia Félicia. Je préférerais rester ici avec vous. J'aime vous entendre et vous parler, et comme vous me l'avez fait remarquer tout à l'heure, j'ai encore beaucoup à apprendre. » Le duc n'insista pas. Pourquoi la bousculer? Demain, elle serait reposée et il la présenterait à un ou deux de ses amis. Peut-être même la ferait-il inviter à un dîner où elle pourrait rencontrer quelques personnalités du monde des lettres parisiens. Ils regagnèrent le salon. Les lustres et les candélabres de cristal brillaient de tout leur feu, accrochant des reflets ambrés au dos, aux ors, des commodes et des fauteuils Louis XV. Aux tableaux et aux porcelaines de Sèvres, Félicia joignit les mains et dit, sans pouvoir contenir son enthousiasme. « À présent, je comprends mieux ce qu'on entend par élégance en matière de décoration. Cette pièce est une merveille de goût et d'équilibre. » Le duc allait lui répondre lorsqu'un des valets vint annoncer que le comte d'Avalon demandait à être reçu. Tandis que le duc hésitait sur les décisions à prendre, une voix enjouée leur parvint et le comte franchit le seuil du salon. « Ainsi, Darlington, vous êtes à Paris et vous ne faites pas signe à vos amis ?» Les deux hommes étaient sensiblement du même âge et se connaissaient depuis plusieurs années. Le comte d'Avalon était propriétaire d'un des plus jolis châteaux de la Loire et il avait la réputation d'être un des hommes les plus spirituels de Paris. Toutes les maîtresses de maison se l'arrachaient. Marié très jeune, il avait perdu sa femme 5 ans auparavant. Bien de sa personne, héritier d'une vieille et noble famille française, il était le genre idéal et l'objet d'une concurrence acharnée de la part des mères de filles à marier. « Henri, s'exclama le duc, quel plaisir de vous voir! Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu de votre arrivée, Darlington? J'ai quitté Londres hier sans avoir eu le temps d'avertir quiconque, expliqua le duc. Allons, vous êtes pardonné. L'important c'est que vous soyez de nouveau parmi nous. Henri d'Avalon jeta un coup d'œil interrogateur du côté de Félicia, se demandant sans détour qui était cette ravissante jeune personne. Félicia avait battu en retraite pour se réfugier près de la cheminée. Le duc préféra ne pas approfondir l'expression qu'il eut dans ses yeux. Pour sa soirée en tête-à-tête avec lui, elle avait choisi de porter une des toilettes les plus séantes de celles qu'il lui avait offertes. La robe était blanche, comme le veut la tradition pour les débutantes, mais rebrodée de fils d'argent. Des rubans d'argent formaient la ceinture, rendant sa taille menue encore plus mince, et sous la jupe large, aux multiples volants, on voyait dépasser le bout d'une paire d'escarpins argent. Dans la lueur irréelle des bougies, elle semblait scintiller doucement et sa beauté paraissait presque immatérielle. Tandis que le duc s'approchait d'elle avec son ami, il fut frappé du changement qui s'était opéré en elle. Sous le sourire de commande, on la sentait affolée et terriblement tendue. Ses mains étaient crispées et elle s'efforçait de les empêcher de trembler. On devinait qu'elle faisait des efforts désespérés pour rester calme, pour ne pas planter là les deux hommes et s'enfuir à toutes jambes.
Ma pupille vient de terminer ses études et je suis venu à Paris pour la chercher. Je la ramène à Londres dans quelques jours. Elle était pensionnaire dans un couvent non loin de la capitale, expliqua le duc à l'intention du comte. Permettez-moi, Félicia, de vous présenter un de mes vieux amis, le comte d'Avalon. Henri, voici Félicia d'Arlington. Il n'y avait pas à s'y tromper, c'était bien de l'admiration qui se reflétait dans les yeux d'Henri d'Avalon lorsqu'il s'inclina pour saluer la jeune fille. Enchantée, mademoiselle, dit-il, d'une voix où perçait une émotion sincère. Félicia plongea dans une petite révérence, mais sans lui tendre la main. Le duc s'avisa qu'elle tremblait malgré un effort surhumain pour se contrôler. « Je ne savais pas que vous aviez une pupille à Paris, dit le comte, et ravissante qui plus est. » Il sourit à Félicia et poursuivit. « À présent que vous avez fini vos études, mademoiselle, j'imagine que vous allez pouvoir vous amuser. Sachez que Paris et ses Parisiens sont à votre disposition pour vous y aider. »« Je vous remercie, monsieur. » La voix de Félicia était à peine audible, et en voyant l'expression de son regard, le duc dut admettre qu'elle n'avait pas exagéré en lui avouant que les hommes l'effrayaient. Pour la première fois, il prit conscience de la gravité de cette phobie et comprit pourquoi la mère supérieure l'avait évoquée avec cette insistance. Pour détourner l'attention du comte, il se mit à parler chevaux et courses, mais tout en répondant à ses questions, Henri d'Avalon ne quittait pas Félicia des yeux. Manifestement, songeait le duc, sa beauté le fascinait et il était sous le charme. Félicia ne fit aucun effort pour se mêler à la conversation. Elle resta debout devant la cheminée pendant un moment, encore puis, comme si tout d'un coup ses jambes ne la portaient plus. Elle se laissa tomber dans un fauteuil, les mains toujours crispées. « Pourquoi passer votre première nuit à Paris, entre ces murs ?» dit soudain le comte, « alors qu'il y a tant de choses à voir et à faire dans la capitale. Je suis sûr que mademoiselle, votre pupille, apprécierait beaucoup de sortir un peu. J'ai prévu de l'initier à partir de demain seulement aux mondanités parisiennes. À mon avis, nous devrions commencer tout de suite et lui faire connaître dès ce soir les beautés de Paris la nuit, rétorqua le comte. Le duc fronça les sourcils et son ami précisa avec un sourire. Pas notre Paris de mauvais garçon d'Arlington, mais le Paris qui renaît de ses cendres après la révolution de l'année dernière. Il y a maintenant d'autres lumières dans les rues que le feu allumé par les insurgés, et je ne pense pas que mademoiselle votre pupille ait déjà vu les péniches illuminées qui glissent sur la Seine. Le duc hésita un moment, puis songea que, malgré sa peur, il fallait bien qu'un jour ou l'autre Félicia se lance, qu'elle apprenne à se dominer. Bonne idée, Henri. Félicia sera sûrement ravie de découvrir Paris la nuit. Irons-nous dans votre voiture ou dans la mienne? Prenons la mienne, proposa le comte. Elle nous attend devant votre hôtel. La capote s'est baissée et mon cocher connaît parfaitement mes goûts en matière de promenade. Son regard rencontra celui du duc. Une lueur d'amusement y dansait à laquelle le duc répondit par un clin d'œil complice. Les deux hommes savaient que ce n'était pas la première fois que le comte proposait à une jeune et jolie femme de lui faire le tour de Paris la nuit. « Allez vite chercher votre cape, Félicia, dit le duc. Elle se leva en lui adressant un regard suppliant qui disait clairement qu'elle aurait 100 fois préféré refuser de lui obéir, mais qu'elle ne voulait pas lui faire de peine. « Je suis sûr que vous trouverez cela très amusant, Félicia, dit-il d'un ton ferme. Dépêchez-vous, nous vous attendons. » Docilement, Félicia s'exécuta. Quand elle eut quitté le salon, le comte se pencha vers son ami. « Mon Dieu, Darlington, où avez-vous déniché une aussi jolie créature? Elle est ravissante. Quand je pense que j'ai la chance de faire la connaissance de cette merveille avant tout le monde. Je n'arrive pas à y croire. Félicia vient tout juste de quitter le couvent. Je suis allé la chercher ce matin. Je suis le plus heureux des hommes. Je suppose que vous souhaitez venir avec nous. Je donnerai la moitié de mon royaume pour rester seul avec elle. Elle refuserait de vous accompagner, sourit le comte, le duc. Je vous préviens, Henri, j'ai l'intention d'être un chaperon intraitable. Félicia ne connaît rien du monde. Voilà pourquoi elle a l'air si pure, si limpide, dit le comte tout bas. Son ardeur tout à coup irritait le duc. Si son ami se montrait trop pressant, trop insistant, il allait sûrement effrayer Félicia et ne ferait que renforcer sa terreur des hommes. « Écoutez, Henri, expliqua-t-il, Félicia est jeune et sans expérience. Je ne veux pas que vous la troubliez ni que vous l'effarouchiez. » Le comte regarda son ami stupéfait. « Que vous arrive-t-il, Darlington?
Vous cherchez à me décourager avant même que je ne me sois lancé. Je vous recommande seulement de ne pas vous précipiter. J'essaierai de tenir compte de vos conseils, mais je dois avouer que je suis bouleversé. J'ai le très net sentiment que je suis en train de tomber amoureux. Je vous rappelle que je suis le tuteur de cet enfant et que même si vous êtes sérieux, ce dont je doute, je ne vous laisserai pas perturber ma pupille. Le comte ne répondit pas car Félicia choisit cet instant précis pour les rejoindre au salon. Enveloppée d'une cape de velours bleu nuit, elle ressemblait à une madone. L'appréhension qui habitait son regard faisait paraître ses yeux encore plus grands. « Je suis prête, dit-elle d'une voix tremblante en s'adressant au duc. Cette promenade fait partie de votre éducation, dit-il. Vous verrez, la leçon promet d'être passionnante. En tant que professeur, j'espère que vous l'apprécierez, ajouta le comte. Le duc remarqua que Félicia évitait de regarder le comte. Ils gagnèrent le hall d'entrée et sortirent sur le perron devant lequel les attendait la calèche du visiteur. C'était une voiture très élégante et légère, tirée par 2 chevaux de race. 2 valets en livrée se tenaient debout à l'arrière, sur des marchepieds. Le cocher avait replié la capote de façon à ce que l'on pût découvrir Paris sans être gêné. Le duc offrit son bras à Félicia pour l'aider à monter. Elle prit place sur les sièges de cuir noir et lui jeta un coup d'œil suppliant qu'il n'eût aucun mal à interpréter. Il faillit demander au comte de s'asseoir auprès d'elle, puis, de peur de sa réaction, se ravisa et s'installa à ses côtés. Le comte s'assit en face d'eux et se mit à dévorer Félicia des yeux. La plupart des femmes eussent été flattées de cet hommage silencieux à leur beauté, mais Félicia refusait obstinément de croiser le regard de braise de son admirateur. Un valet étendit un plaid sur leurs genoux et l'équipage s'ébranla. Ils descendirent les Champs-Élysées. Quand ils atteignirent la place de la Concorde, Félicia, qui regardait de tous ses yeux, poussa un petit cri de joie. Elle avait lu dans le journal que le vice-roi d'Égypte avait fait cadeau à la France d'un obélisque vertigineux taillé et gravé par les anciens Égyptiens, quelques 4000 ans auparavant. Il avait été érigé entre 2 merveilleuses fontaines et, à la lueur du clair de lune, le spectacle était à la fois harmonieux et féerique. « C'est si beau que c'en est presque irréel !» s'exclama Félicia, qui pour un instant semblait avoir oublié toute crainte. Le comte se pencha vers elle. « C'est exactement comme cela que je vous vois, trop belle pour être réelle, murmura-t-il. Félicia recula comme si un serpent l'avait mordue. Elle se rencogna dans son siège et se rapprocha de son tuteur de telle sorte qu'il put se rendre compte que son corps tout entier était secoué de tremblements. De peur qu'elle ne se mette à pleurer ou qu'elle ne laisse échapper un mot ou une phrase révélatrice, le duc lui prit la main sous le plaid. Ses doigts s'agitèrent nerveusement, cherchant à échapper à son emprise, puis ils s'apaisèrent et il se dit avec satisfaction qu'il avait réussi à la calmer. Ils quittèrent la place de la Concorde et empruntèrent une rue qui longeait la Seine. Le comte désigna du doigt à Félicia les péniches qui remontaient lentement le courant avec leurs guirlandes de lampions jaunes et rouges se reflétant dans l'eau noire. Sur l'une d'elles, un orchestre jouait des airs à la mode. Le duc espérait que le comte n'avait pas remarqué la réaction de Félicia, une réaction qui n'augurait rien de bon pour le futur. Si le comte s'apercevait du malaise qu'éprouvait la jeune fille, malaise dont il pouvait s'imputer la responsabilité, il ne manquerait pas de faire des confidences à quelques-unes de ses amies, et Félicia serait grillée sur la scène de Paris, avant même d'y voir fait son apparition. Le duc décida de parler à son ami de façon à ce que, tout occupé de leur discussion, il ne puisse s'adresser à Félicia. Le cocher les emmena jusqu'à Notre-Dame, puis leur fit découvrir de petites rues romantiques bordées de vieilles maisons, toutes de guingois. Passionnée par la visite, Félicia avait un peu oublié son appréhension. Le duc constata avec soulagement qu'elle ne s'agrippait plus à lui avec autant de force désespérée. « Quels sont les opéras auxquels vous avez assisté avec vos compagnes, Félicia ?» demanda le duc. « La mère supérieure m'a dit qu'elle vous avait autorisé à en voir certains, soigneusement choisis par ses soins. » Pour la première fois depuis le début de la promenade, un petit sourire se dessina sur les lèvres de la jeune fille. Les plus ennuyeux, bien sûr. On va remédier à cela et essayer de vous en trouver un plus divertissant. Je pense qu'un ballet vous plairait davantage.
Ma loge est à votre disposition quand vous le désirerez, proposa le comte avec empressement. Merci Henri, répondit le duc. Je verrai si nous pouvons faire cadrer votre offre avec notre programme. Mais je l'espère bien, et j'ai l'intention aussi de vous aider à l'organiser, ce programme. Je suggère notamment que demain, par exemple, Félicia et vous veniez avec moi faire un tour au bois et que nous déjeunions ensemble après. Qu'en dites-vous? Les doigts de Félicia se resserrèrent autour des siens et le duc en déduisit qu'elle n'avait pas la moindre envie de passer une partie de la journée avec le comte. C'est très aimable à vous, répondit le duc, sans tenir compte de la protestation de Félicia. Ce que j'aimerais, c'est que vous élargissiez quelque peu votre invitation. Je crois qu'il est important que ma pupille rencontre des jeunes gens de son âge. Le ton sur lequel le duc s'était exprimé ne laissait aucun doute sur la signification de sa phrase. Le comte ne s'en offusqua pas. Il se contenta de sourire et de répondre, les yeux brillants de malice. Que vous le vouliez ou non d'Arlington, je me considère toujours comme un jeune homme. Je demanderai à ma sœur de m'accompagner. Personnellement, je trouve beaucoup plus agréable d'être en petit comité plutôt qu'au milieu d'un groupe bavard et dissipé. En ce cas, j'espère que nous pourrons accepter votre invitation, répliqua le duc. Les deux hommes se mesurèrent du regard, puis le comte dit avec un petit rire. Vous voilà métamorphosé en vieux chaperon, empêcheur de tourner en rond. Je ne vous aurais jamais imaginé dans ce rôle, Darlington. L'inattendu surprend toujours. Le comte rit de plus belle. La promenade se poursuivit pendant près de 3/4 d'heure, puis le duc insista pour rentrer. La journée a été longue, Henri, et je pense que Félicia a besoin d'aller se coucher. Bien sûr, approuva le comte, mais la nuit est toute neuve encore, Darlington, et je connais une belle jeune femme qui attend avec impatience votre visite. Le duc se rendait bien compte que son ami se vengeait en essayant de le faire passer aux yeux de Félicia pour un donjon. Je doute fort que la belle jeune femme en question attende, mais si c'est le cas, la pauvre risque d'attendre longtemps. Le voyage de Calais jusqu'ici m'a paru très lent et très ennuyeux, et j'ai hâte de retrouver mon lit. Mon Dieu, Darlington, vous baissez, mon cher. Je me souviens d'une époque où vous ne vous couchiez jamais avant l'aube. Le duc ne répondit pas et le comte poursuivit. Il y avait toujours alors une ravissante créature prête à vous accueillir et à vous distraire, le jour comme la nuit. Il y a quelqu'un qui m'attendra de pied ferme demain matin, qui n'est autre que Félicia. Nous avons beaucoup à faire ensemble. Si vous voulez nous emmener au bois, venez nous prendre vers midi. Nous serons très occupés jusque-là. Quel grand seigneur! Et je dois vous être reconnaissant de daigner me consacrer ces quelques instants. La calèche s'arrêta devant la demeure du duc. Le comte descendit en premier, mais le duc s'arrangea de façon à aider Félicia à mettre pied à terre. Merci, monsieur, dit-elle au comte avant de disparaître dans la maison. Elle est très jeune et très timide, dit le duc, quand elle fut hors de portée de voix. Mais charmante, vraiment charmante, ajouta le comte. Le duc lui tendit la main. Bonne nuit, Henri. Je ne vous propose pas d'entrer, car je vais de ce pas me retirer pour me mettre au lit. Je vous trouve bien autoritaire, Darlington, et je ne comprends pas la raison d'un tel revirement. Il n'y a rien à comprendre. Permettez-moi seulement de vous dire que vous êtes beaucoup trop impétueux, trop sophistiqué et trop pressant pour une personne aussi jeune et inexpérimentée que Félicia. Et vous, Darlington, vous vous croyez peut-être très différent de moi? Parfait, mon cher. Je relève le défi. Nous verrons bien qui gagnera la bataille. Le comte prit place dans son attelage et tandis que son valet fermait la portière, il se pencha en avant et dit « Au revoir, Darlington. Je compterai les heures jusqu'à ce que je la revoie. » Il y avait de la provocation dans sa voix et le duc fronçait les sourcils en rentrant dans le hall. Comme il le prévoyait, Félicia l'attendait dans le salon. Elle avait ôté sa cape et quand le duc franchit le seuil de la pièce, elle courut au-devant de lui. « Je vous en prie, supplia-t-elle, je ne veux pas aller déjeuner avec votre ami, je ne l'aime pas, il me fait peur. » Tout en parlant, elle tendit les mains comme pour s'agripper à lui, mais il s'écarta et marcha vers la cheminée où il s'adossa pour lui faire face. « Je tiens à vous féliciter, Félicia, dit-il. J'ai vu combien vous étiez effrayée, mais vous avez réussi à vous dominer. Bravo. J'ai eu peur, très peur quand il s'est mis à me parler comme il l'a fait. De quoi aviez-vous peur? Votre père vous battait. Il était normal qu'il vous fasse peur, mais le comte, il est incapable de vous faire le moindre mal. » Il y eut un silence, puis la voix de Félicia s'éleva. Une toute petite voix à peine audible. « Il aurait pu me toucher.
Et alors, qu'y aurait-il eu de si terrible? Il vous trouve très jolie, tient à vous le faire savoir, c'est plutôt flatteur. Il me fait peur, répéta Félicia. Quand il s'est penché vers moi, j'ai senti mon cœur s'affoler dans ma poitrine. Je voulais parler, mais je ne le pouvais pas. Les mots restaient bloqués dans ma gorge. Heureusement, le comte ne s'est aperçu de rien. Ce qui veut dire, Félicia, que vous êtes dans le bon chemin. Je n'aime pas la façon dont il me regarde. Il vous admire. Il pense que vous êtes la plus jolie jeune fille qu'il ait jamais vue. Il me l'a dit. Et croyez-moi, c'est un connaisseur. De sa part, c'est un très beau compliment. Félicia ne répondit pas. Dieu du ciel, tout cela est ridicule, reprit le duc. La plupart des femmes seraient ravies à l'idée d'avoir été remarquées par un homme comme le comte. Il est beau, sportif, noble, riche, un des meilleurs partis de la place. Tout occupé à rassurer Félicia, le duc ne se rendit pas compte de ce que ces paroles pouvaient impliquer. Félicia ne put retenir un cri horrifié. « Que dites-vous? Seriez-vous en train de suggérer qu'il songe à m'épouser? Et pourquoi pas? De nombreux hommes, j'en suis sûr, auront envie eux aussi de vous demander en mariage. Mais je vous ai dit que je ne me marierai jamais, 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 s'écria-t-elle d'une voix aiguë. Le duc la regarda surpris et vit qu'elle avait les yeux pleins de larmes. Pourquoi faut-il que vous gâchiez cette merveilleuse journée? Dit-elle en tapant du pied. Pourquoi tenez-vous tellement à me parler mariage et à me vanter les mérites de ces hommes, alors qu'ils me font si peur? Je préférerais retourner au couvent plutôt que de revoir le comte. Je le déteste. Sa voix au perché parut se répercuter à l'infini sur les murs du salon. Elle resta un moment immobile, puis fit volte-face et s'enfuit en courant, claquant la porte derrière elle. Abasourdi, le duc ne fit pas un geste pour la retenir. Quand elle eut disparu, il traversa la pièce, s'arrêta devant le guéridon où l'attendait une bouteille de champagne dans son rafraîchissoir, et se servit une coupe tout en se demandant ce qu'il allait bien pouvoir faire d'elle. Le lendemain matin, Félicia était pleine de remords, consciente qu'elle s'était très mal conduite la veille. Elle avait décidé d'aller rejoindre le duc pour s'excuser, tandis qu'il prenait son petit déjeuner à 8 heures dans le jardin. Il se leva à sa vue, ne pouvant s'empêcher de la trouver bien jolie dans sa robe de mousseline bleu jacinthe, si semblable à la couleur du ciel. « Bonjour, Félicia. » Elle fit une courte révérence, puis leva les yeux vers lui et dit d'une toute petite voix. « Je suis désolée, je me suis si mal conduite. Vous avez été si bon, si merveilleux avec moi. Je ne sais comment m'excuser. »« Oublions cela, » dit le duc. « Il est trop tôt pour le drame. » Félicia lui sourit. « Oui, bien sûr, mais néanmoins je regrette mon attitude. Je vous conseille un petit déjeuner anglais, consistant au lieu des croissants au beurre qu'affectionnent les Français, dit le duc. Il est important de bien commencer la journée. Je crois que je l'ai plutôt mal commencé, répliqua Félicia avec un petit rire. Je ne me sens pas très fière de moi ce matin, mais si vous promettez de me pardonner, c'est tout ce qui m'importe. Je vous pardonne pourvu que je n'ai pas de scène pendant mon petit déjeuner. Je tiens beaucoup à ma paix et à ma tranquillité tôt le matin. Soyez sans crainte, je ne vous dérangerai pas, je ne dirai plus un mot jusqu'à ce que vous ayez fini de lire vos journaux. Voilà le comportement que toute femme raisonnable devrait adopter, approuva le duc. Tout en parlant, il prit le journal posé près de lui et lut, dans la colonne réservée aux mondanités, qu'on annonçait son séjour en France. Il séjournait, disait-on, dans son hôtel particulier de l'avenue des Champs-Élysées. Cette information, il le savait, aurait pour conséquence un surcroît de messages et d'invitations. Son secrétaire français, sélectionné avec soin par Mr. Ramsgill, l'avait déjà prévenu qu'une pile de lettres l'attendait sur son bureau. Le duc feuilleta le journal, prit connaissance des nouvelles qui l'intéressaient, puis le plia et le posa sur la table à côté de lui. Étant donné que je ne tiens pas à ce que vous vous mettiez de nouveau dans tous vos états, comme hier soir, j'ai envoyé un mot au comte d'Avalon pour l'avertir que nous ne pourrons pas déjeuner avec lui. Les yeux de Félicia s'illuminèrent et le duc crut voir un morceau de ciel s'y refléter. « Merci, dit-elle, merci infiniment. »« J'espère seulement, dit le duc, que vous n'allez pas prendre en grippe tous mes amis. Certains ont été charmants avec moi lors de mes précédents séjours dans cette ville. Si vous le voulez, je peux fort bien assister à ce déjeuner avec le comte. Je m'efforcerai de faire bonne figure. Je l'ai annulé, n'en parlons plus.
En revanche, j'ai l'intention de vous emmener à une fête ce soir et j'espère que je n'aurai pas droit à une nouvelle scène. Vous devez vous efforcer de prendre la vie du bon côté. Elle n'est pas aussi noire que vous le pensez et les hommes ne sont pas tous des dragons, loin de là. Vous avez raison. Je vous promets de faire des efforts. J'aimerais tellement vous plaire. Je prie Dieu, subhanahu, qu'il me donne la force de faire ce que vous me demandez. Il y avait quelque chose de si pathétique dans son intonation que le duc s'adoucit. Il savait qu'elle disait vrai quand elle lui expliquait qu'il lui était impossible de contrôler son angoisse. Pourtant, pour son bien, il fallait qu'elle mette toute son énergie à la combattre et à la surmonter. Avec un sourire que toutes les femmes s'accordaient à trouver irrésistible, le duc se pencha vers elle par-dessus la table et lui tendit la main. Vous me plairez si vous vous contentez d'être belle et aimable avec tous ceux que vous rencontrerez. Promettez-moi que vous essaierez, Félicia. Félicia glissa sa main dans la sienne. Vous savez que tel est mon plus cher désir. Oui, oui, j'essaierai. Je vous en prie, ne soyez pas fâchés contre moi, je ne le supporte pas. Elle dit cela avec un tel accent de sincérité que le duc en fut touché. Avant de se dégager, il pressa doucement la petite main blottie dans la sienne. Voici ce que je vous propose, dit-il d'un ton décidé. Je prends connaissance de mon courrier et dès que j'ai fini, je vous emmène faire un tour au bois avant d'aller faire nos emplettes. Je croyais que les hommes détestaient ce genre d'occupation futile. Je vous accompagne parce que je ne crois pas que vous puissiez vous passer de moi. Vous ne connaissez pas encore Paris, et puis il y a certaines choses que j'aurais plaisir à choisir pour vous, telles qu'un nécessaire de voyage, des ombrelles. Tout en lui parlant, il songeait à toutes les femmes à qui il avait offert des colifichets de ce genre. Cette fois, cependant, ce serait différent, car au contraire de ces conquêtes qui avaient généralement une opinion et des goûts très arrêtés, Félicia trouverait sûrement parfait tout ce qu'il choisirait pour elle. Qu'une jeune femme ravissante le regarda avec admiration et presque de la dévotion était pour lui quelque chose de nouveau, et qui avait un côté fascinant. Pour elle, il représentait Saint Georges. Elle ne le voyait pas comme un homme de chair et de sang. Pas un instant, elle ne s'imaginait qu'il pût la toucher. À cette idée, le duc ne put s'empêcher de sourire. La plupart des femmes qu'il connaissait cherchaient tous les prétextes pour le toucher ou provoquer ses caresses. Souvent même, il avait trouvé irritante leur insistance. Leurs mains étaient partout sur son bras, sur son genou. Leurs lèvres étaient toujours offertes, même s'il n'en avait pas envie. Félicia, elle, le considérait comme un saint, un chevalier sans peur et sans reproche, qui saurait la défendre et la protéger quoi qu'il advienne, mais qui était dépourvu de désir. Elle acceptait qu'il ait eu des femmes dans sa vie, beaucoup de femmes. Elle trouvait même que ce fait ajoutait encore à son prestige et à son charme. Quelle chance! Je suis impatiente d'aller faire ces courses avec vous. Si cela vous convient, nous pourrons ensuite déjeuner au bois. On m'a parlé d'un restaurant qui vient d'ouvrir et qui est réputé pour sa bonne cuisine. Je pense que cela vous amusera de déjeuner sous les arbres. Félicia applaudit, le visage rayonnant de plaisir. C'est une idée merveilleuse, mais s'il vous plaît, n'invitez personne d'autre. Je n'ai jamais eu l'intention de le faire. La matinée se déroula comme il l'avait prévu. Il emmena Félicia dans une boutique luxueuse de la rue de la Paix, où il lui laissa choisir plusieurs ombrelles de différentes couleurs pour les assortir avec chacune de ses toilettes. L'une avait même un manche incrusté de pierres semi-précieuses. Il lui commanda aussi un nécessaire de voyage où se côtoyaient flacons, boîtes et brosses de toute taille sur lesquelles il demanda que l'on grave ses initiales en lettres de turquoise. Félicia était ravie, d'autant lui précisa-t-elle que la turquoise était une pierre qu'elle aimait beaucoup. Maman avait un anneau de turquoise, elle disait toujours qu'il lui portait bonheur. À sa mort, papa l'a vendu. Je vous en offrirai un nouveau, dit le duc. Non, non, il n'en est pas question, s'écria Félicia. Vous m'avez déjà tellement gâté. Ce n'est pas pour cela que je vous racontais cette anecdote. Je voulais dire simplement que les turquoises ont la réputation de porter bonheur. J'aime vous faire des présents, répliqua le duc, et je vous offrirai un anneau de turquoise, soit pour votre anniversaire, soit à Noël. Vous ne comprendriez pas qu'au matin de Noël, votre tuteur soit le seul à ne pas vous avoir fait de cadeau. Non, non, vous avez raison, murmura Félicia. Mais maintenant que je sais que j'ai moi aussi de l'argent et que je peux vous offrir des cadeaux, je me sentirai moins gêné.
Vous devez apprendre à accepter les présents avec grâce, tout comme les compliments. Il n'y a aucune raison pour qu'ils vous embarrassent. Félicia soupira et il devina qu'elle faisait un gros effort sur elle-même pour ne pas lui dire qu'elle ne supportait pas les hommages masculins. Elle réussit à ne pas laisser transparaître son sentiment, et tout en changeant de sujet, le duc sourit. Au restaurant, le maître d'hôtel les conduisit à une très bonne table. À l'ombre d'un arbre, à peine était-il assis qu'un garçon apportait un seau à glace avec une bouteille de champagne. Le duc consulta le menu avec attention et se chargea de commander leur repas. Maintenant, nous pouvons parler, dit-il, quand ils furent de nouveau seuls. Quel sujet allons-nous aborder aujourd'hui? Félicia allait lui répondre lorsqu'une voix masculine toute proche se fit entendre. Bonjour, monsieur. Bonjour, ma cousine. Surpris, le duc leva la tête pour considérer le nouveau venu. Devant eux se dressait un grand jeune homme brun, manifestement anglais. Le duc chercha à mettre un nom sur ce visage, mais sans succès. Je vous connais demanda-t-il. Je suis un de vos parents éloignés, monsieur. Je me présente, Dennis Harlan. Le duc fronça les sourcils. Son expression se durcit et Félicia laissa échapper une exclamation horrifiée. C'est vous qui m'avez écrit. Oui, ma cousine, c'est moi. Et j'ai été très déçu de voir que vous n'aviez même pas pris la peine de me répondre. J'avais hâte de vous rencontrer. Mais je n'en avais, moi, aucun désir. Elle s'exprimait avec colère et Dennis Harlan la dévisagea d'un air étonné. Je croyais que vous seriez intrigué par ma lettre. J'aimerais vous parler, Harlan, dit le duc en se levant pour entraîner le jeune homme à l'écart. Quand le duc fut certain que Félicia ne pouvait les entendre, il reprit la parole. Mettons les choses au clair une fois pour toutes, monsieur. Félicia Darlington est ma pupille et en tant que telle, elle est sous ma responsabilité. J'ai lu la lettre que vous lui avez envoyée et la trouve scandaleuse, indigne même. Un gentleman ne se conduit pas ainsi. Je souhaitais seulement faire la connaissance de ma cousine, se défendit Dennis Harlan. La vérité, c'est que vous voulez mettre la main sur sa fortune. Je vous le répète, ma pupille n'a aucune envie de vous connaître, et si je vous surprends encore à tourner autour d'elle, où que ce soit, chez qui que ce soit, je vous ferai jeter dehors. Vous m'avez bien compris? Très bien, monsieur. Il n'empêche que j'ai le droit de voir ma cousine si je le veux. Vous pouvez m'interdire de l'approcher, la surveiller de près, mais un jour ou l'autre, je réussirai et parviendrai à mes fins. En disant ces mots, elle fit une brève courbette et s'éloigna. Le duc le regarda partir, l'air furieux, puis revint s'asseoir à table près de Félicia. « Vous vous êtes débarrassé de lui ?» demanda-t-elle. « Je lui ai dit de cesser de vous importuner. Il me fait peur. »« C'est lui faire trop d'honneur, » rétorqua le duc. « Il ne mérite pas que l'on ait peur de lui. C'est un vulgaire coureur de dot. Il faut se méfier de cette engeance. Sous des dehors affables et courtois, ce sont les pires des voleurs. » Il était en colère parce qu'il voyait bien que sa pupille était bouleversée et qu'il se demandait ce qui allait se passer et comment elle réagirait si ce genre d'incident se reproduisait à l'avenir. Comme si elle lisait dans ses pensées, Félicia demanda d'une voix hésitante. « Ne puis-je faire don de ma fortune à quelques œuvres de charité? Je ne serai alors plus d'aucun intérêt pour ce genre d'individu. » Le duc faillit lui répondre que ce n'était pas à cause de son argent que le comte Henri d'Avalon, par exemple, avait envie de la courtiser. Très riche lui-même, il n'avait aucun besoin d'un supplément de fortune, mais il n'en fit rien, persuadé qu'un tel argument ne ferait qu'ajouter à l'angoisse de la jeune fille. Il se contentait de lui prendre la main par-dessus la table et de la rassurer. « Je croyais que vous me faisiez confiance. Vous le savez bien. Alors ne vous inquiétez pas, je vous protégerai. » Ses doigts étaient glacés. Il tremblait. Oublions cet emportin, renchérit le duc, et profitons de ce délicieux déjeuner, de cet endroit ravissant de la nature qui nous environne. Elle sourit, et tout son visage s'illumina. Elle était d'une beauté saisissante. « Comment pourrait-il me gâcher ma journée alors que je suis près de vous ?» demanda-t-elle. « Vous avez 100 000 fois raison. Il ne vaut pas la peine qu'on lui consacre plus de quelques secondes. Chassons-le de nos pensées. Vous venez de tuer notre dragon, Saint-Georges. À partir de maintenant, nous pouvons nous amuser, apprécier pleinement l'instant présent. » Ses yeux brillaient. Parce qu'il voulait achever de la rassurer, le duc eut envie de lui baiser la main comme il l'aurait fait avec une autre femme, dans les mêmes circonstances. Mais il réfréna son enthousiasme, de peur de l'effrayer. « C'est cela. Amusons-nous, se contenta-t-il de dire. Levons nos verres à l'instant présent. »